Bienvenue dans le débat sur France 24. Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour pour le sommet du siècle. Ce sommet a lieu demain matin à 3h, heure de Paris. Le monde entier a les yeux rivés sur cette île d'Asie. La photo des deux leaders restera dans les livres d'histoire. Mais au-delà de la mise en scène, ce sommet peut-il être un succès? Quels sont les risques pour Donald Trump et pour Kim Jong-un? La Corée du Nord pourrait-elle être dénucléarisée? Les deux Corées sont-elles prêtes à faire la paix? On en parle avec mes invités. Claude Martin est avec nous. Bonsoir. Vous êtes un ancien ambassadeur de France en Chine et également auteur de La diplomatie n'est pas un dîner de gala aux éditions de l'Aube. Juliette Morillo, bonsoir. Vous êtes historienne, journaliste spécialiste de la Corée, co-auteur avec Dorian Malovic de Le Monde selon Kim Jong-un. C'est aux éditions Robert Laffont. Bonsoir Benjamin. Haute couverture, vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, également spécialiste des questions nucléaires, militaires et civiles. Et nous sommes en duplex de Washington avec Robert Malley. Robert Malley qui est président de l'ICG et qui est également un ancien conseiller de Barack Obama. Côté mise en scène, tout est prévu. Le sommet a lieu à Sentosa, petit îlot singapourien. Kim Jong-un et Donald Trump se trouvent dans deux hôtels de luxe différents, à 300 mètres l'un de l'autre. Et le sommet aura lieu au Capella, un autre hôtel à proximité, en présence de 5000 journalistes. James André est notre envoyé spécial à Sentosa. Il nous décrit l'ambiance. Alors je me trouve sur l'île de Sentosa. Il s'agit d'une île artificielle qui est juste à côté de l'île principale de Singapour. Les deux sont reliés par un pont et c'est ici, sur cette île, que doit se tenir ce sommet historique, plus précisément dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi, qui s'appelle l'hôtel Capella, un hôtel de grand luxe qui a été transformé en forteresse. Pour cette occasion, il y a littéralement des dizaines de policiers qui sont en faction tout autour du périmètre intérieur de ce bâtiment pour en assurer la sécurité. Un système de filtres de checkpoint a été mis en place également à l'entrée de cette vaste propriété. Donc le niveau de sécurité ici est extrêmement important. Il y a également de nombreuses caméras, des systèmes de surveillance et même des bateaux qui patrouillent, des bateaux de guerre qui patrouillent autour de cette île en prévision de ce sommet de demain. Vous imaginez le niveau de sécurité, le président des États-Unis, le leader nord-coréen au même endroit, au même moment. C'est historique, mais c'est aussi évidemment en termes de sécurité quelque chose qu'il faut préparer très minutieusement. Robert Malley, pour vous qui avez été conseiller de Barack Obama, ce sommet est-il le match du siècle, comme le titre Le Figaro? Non, je ne pense pas que ce soit un match. Je pense parce que c'est une rencontre où les deux protagonistes ont tout intérêt à ce qu'il y ait un succès, en tout cas dans le court terme. Donc je ne pense pas que ce soit un match. Je pense que c'est une rencontre importante, historique, parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Il n'y a jamais eu de rencontre entre un président américain et un dirigeant nord-coréen. Donc c'est tout à fait remarquable. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir des attentes réalistes. Ce n'est pas à l'issue de cette première rencontre qu'on va avoir un accord en détail sur la dénucléarisation de la péninsule, ni sur les garanties nucléaires sécuritaires des États-Unis, ni sur un accord de paix entre les deux. Mais ça peut être une étape importante. Et je pense que pour l'instant, on peut être relativement optimiste sur l'issue de cette première journée. Maintenant, tout le défi sera sur ce qui suivra. Juliette Morillo, pour la Corée du Nord, pour Kim Jong-un en particulier, est-ce que c'est historique? Est-ce que c'est une rupture? Alors, c'est bien évidemment historique, c'est ce que souhaite la Corée du Nord depuis des années. C'est historique parce que Kim Jong-un réussit finalement à faire ce que son père Kim Jong-il et son grand-père Kim Il-sung n'ont pas pu faire. Et puis, c'est ce que demande la Corée du Nord depuis des années. Je vous rappelle simplement que la Corée du Nord a construit l'arme nucléaire pour se défendre de l'agression américaine, de la menace américaine. Et depuis des années, la Corée du Nord demande trois choses. Elle demande un traité de paix sur la péninsule. Il va peut-être en être question à Singapour. Elle demande un pacte de non-agression, c'est à nouveau au cœur de ce sommet, de la part des États-Unis. Et elle demandait une rencontre en bilatéral directe avec les États-Unis de façon à traiter d'égal à égal avec les grandes puissances. Donc dans une certaine mesure, je dirais que pour toutes ces raisons-là, Kim Jong-un a déjà remporté une victoire vis-à-vis de son peuple, puisqu'il tend la main aux États-Unis, et également, je dirais, à l'international, parce qu'il a changé son image et il est devenu presque un chef d'État tout à fait fréquentable. Claude Martin, vous êtes d'accord? Finalement, est-ce que cette rupture est liée aux personnalités de Donald Trump et de Kim Jong-un? Est-ce qu'ils parlent le même langage, une sorte de diplomatie de la force au départ? Je crois qu'il y a trois personnalités en jeu. Il y a le président Kim Jong-un au nord, mais il y a aussi le président Moon au sud, qui a joué un très grand rôle. Et puis, il y a Donald Trump. C'est une relation triangulaire. Je pense que dans la relation entre
la Corée du Nord et les États-Unis, c'est-à-dire la rencontre de Singapour, c'est très très important qu'enfin les deux leaders se voient. C'est une détente par rapport à tout ce qu'on a connu depuis l'été dernier. Et rien que ça, c'est très très important. Mais pour moi, ce qui est plus important encore, c'est ce qui va se passer entre le nord et le sud de la Corée. C'est très très important et ça redistribue toutes les cartes en Asie. Et il en sera question lors de ce sommet. Benjamin Haute-Couverture, vous êtes d'accord que c'est une rupture ? Oui, je suis assez d'accord, mais je vais tempérer ce relatif enthousiasme parce que pour moi, le fait que ce soit une date historique dans la mesure où il n'y a jamais eu de sommet à ce niveau ne dit rien, si vous voulez. Il y a eu les accords de Munich, on sait ce que ça a donné. Donc moi, ça ne me dit pas grand-chose d'autre que ça. D'accord, il va y avoir un sommet entre deux États, entre deux leaders, et on pourrait tout à fait imaginer que ce soit un sommet avec un marché de dupes à la clé. La seule question qui importe, c'est de savoir si les objectifs qui, pour le moment, entre la Corée du Nord et les USA sont antinomiques, peuvent se retrouver sur un terrain commun. Pourquoi dites-vous qu'ils sont antinomiques ? C'est de cela qu'il faut parler. Pourquoi je dis qu'ils sont antinomiques ? C'est parce que, pour le moment, Kim Jong-un demande la reconnaissance, en réalité symbolique, de son statut d'État nucléaire, et de l'autre, les États-Unis et la communauté internationale derrière demandent une dénucléarisation. Et les deux sont antinomiques. Et si on trouve un terrain commun entre les deux, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que peut être ce terrain commun ? C'est l'essentiel de ce qui se joue là. Et ça sera sur la table. Et pourtant, la jeunesse de ce sommet, il faut le rappeler, était très mouvementée. Tout a démarré par une escalade militaire et verbale avec une série de provocations de la part de Kim Jong-un, son 6e essai nucléaire, avec des réponses musclées également du côté de Trump, puisqu'il y a eu une mise en place de sanctions sous l'égide de l'ONU. Des tweets insultants, vous les revoyez, Trump le 17 septembre qui qualifie Kim Jong-un de rocketman, d'homme fusée. Également, il parle de son bouton nucléaire qui est plus gros que le sien. Je cite encore un tweet de Trump. Et puis, du côté de Kim, évidemment, on met en cause la santé mentale de Trump. Et puis, soudainement, il y a les JO, les fameux JO en Corée du Sud. Et alors là, c'est le théâtre d'un rapprochement entre les deux Corées, avec la visite de la sœur de Kim Jong-un, qui a ouvert la voie à ce sommet intercoréen au mois d'avril. Et c'est la détente. Robert Malley, comment pourriez-vous qualifier finalement ce type de diplomatie ? C'est une diplomatie de coup d'éclat. Est-ce que l'approche de Trump a été la bonne, d'être d'abord dans un rapport de force, je dirais, très dur, pour qu'ensuite il y ait une sorte de détente ? Écoutez, j'ai assez critiqué la méthode du président Trump pour ne pas reconnaître dans ce cas-là qu'au moins il y a cette rencontre, que je pense, comme vos invités l'ont dit, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut quand même relativiser le succès de la méthode Trump, comme votre invité vient de le dire. Une rencontre entre dirigeants nord-coréens et président américain, c'est un souhait nord-coréen depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas un succès que d'avoir cette rencontre, c'est quelque chose que Pyongyang a voulu depuis très longtemps. Mais il est vrai qu'on est passé d'une période où, il ne faut pas l'oublier, il y a quelques mois, certains pensaient qu'on s'acheminait vers une possible guerre nucléaire. Et là, aujourd'hui, il y a cette rencontre. C'est important. Ça vous a surpris ce passage justement où on se disait on frôle la guerre nucléaire, à tout d'un coup un contexte de détente ? Oui et non, c'est-à-dire c'est la méthode Trump. Trump, vous l'avez dit, c'est un président des grands coups. Il aime les choses dramatiques, alors que ce soit menace de guerre ou embrassade avec Kim Jong-un, pour lui c'est le même registre. Mais encore une fois, je ne veux pas faire trop la fine bouche. C'est important que cette rencontre ait lieu. C'est beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu craindre il y a quelques mois. Mais c'est tout à fait dans la lancée de ce que le président Trump et sa méthode. N'oublions pas non plus, dans le dossier iranien, le même jour, il prononce un discours vraiment très dur contre le régime iranien. Il y a maintenant 6 mois ou 9 mois. Il a demandé à rencontrer le président Rouhani. Donc c'est tout à fait sa façon de voir la chose, une diplomatie très personnalisée. Bon, mais là, vous soutiendrez plutôt son approche, en tout cas dans ce cas-là, dans le cas de... Ce que je soutiens, c'est la diplomatie. Je ne parle pas de tout ce qu'il a fait avant, mais sa diplomatie, le fait qu'il va rencontrer le dirigeant nord-coréen, je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, comme je l'ai dit et comme un autre de vos invités vient de le dire, il faudra voir qu'est-ce qu'il sortira de ce sommet, et plus encore, qu'est-ce qu'il sortira des rencontres et des négociations qui vont avoir lieu entre ces deux pays et la Corée du Sud et la Chine dans les semaines et les mois à venir. Alors on va revenir justement sur ce qu'il y a sur la table un peu plus tard. Juliette Morillo, comment expliquer tout de même ce revirement également de la part de Kim Jong-un ? Est-ce qu'il est finalement plus audacieux que son père ? Est-ce qu'on peut parler d'un revirement ? Parce qu'on a vu cette
agression également du côté de Kim Jong-un face aux provocations de Trump. Alors, quitte à vous étonner, moi, je ne vois pas de véritable revirement. Il faut savoir que Kim Jong-un, bon, il est jeune, les médias parlent beaucoup de lui, donc ça compte énormément. Donc, on s'intéresse plus à la Corée du Nord, mais il poursuit la politique de Kim Jong-il et la politique de Kim Il-sung, son grand-père. C'est-à-dire, depuis tout temps, il veut posséder l'arme nucléaire pour défendre son pays contre l'agression américaine. Donc, il a poursuivi ce programme nucléaire, et lors de ce fameux discours du Nouvel An où il tend la main à la Corée du Sud, et c'est comme ça finalement. Voilà, c'est le fameux discours du Nouvel An de Kim Jong-un. Voilà, il parle des Jeux Olympiques, mais lors de ce discours, je vous ferai remarquer qu'il dit simplement qu'il a achevé son programme nucléaire. Donc, il ne dit pas qu'il va l'abandonner tout de suite. Il dit qu'il l'a terminé, donc il est opérationnel et qu'il peut passer finalement à la seconde phase de son programme qu'il avait annoncé un an avant, le Byongjin, qui est développer l'économie. Et puis par la suite, on a parlé énormément de dénucléarisation, mais il faut également se pencher sur l'exactitude des termes. C'est-à-dire que quand, notamment, c'est important de parler de Moon Jae-in, le Sud-Coréen, quand le Sud-Coréen et le Nord-Coréen, donc Kim et Moon, se sont rencontrés le 27 avril dernier à Panmunjom, ils ont parlé de dénucléarisation de la péninsule. Et on a tendance à ne penser qu'au Nord. Vous avez péninsule le Nord, mais vous avez le Sud. Et qui a-t-on au Sud? Bien évidemment, on a les États-Unis, le parapluie nucléaire américain, vous avez les manœuvres pluriannuelles avec les Sud-Coréens. Donc il va falloir qu'il y ait aussi dénucléarisation au Sud, et c'est ce qui va faire aussi que tout ça va durer très longtemps. C'est inclus dans les garanties de sécurité, mais c'est important. On en reparlera, mais est-ce que le fait qu'il ait Donald Trump en face de lui, est-ce que finalement ce type de personnalité permettait de faire basculer justement d'un rapport de force à cette espèce de détente? Alors on peut appeler ça détente. Alors, pendant des années, il y a une sorte de statu quo malsain autour de la Corée du Nord. Et puis finalement, Donald Trump, c'est vrai, avec son ego, avec sa façon de fonctionner, a un petit peu mis un coup de pied dans la fourmilière et a fait tout exploser, un petit peu fait bouger les lignes. Et finalement, je me souviens simplement de ce qu'a dit Kim Jong-un quand il a rencontré Pompeo à Pyongyang. Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain. Voilà, qui se rendait à Pyongyang. Et que l'on trouve tous les deux en tête en première page du Rodong Shinmun, le journal nord-coréen. Il a dit Pompeo, en termes un peu plus simples, ce mec, il a du feu dans le ventre, il est comme moi. Eh bien oui, peut-être que finalement cette politique un petit peu frontale, ce bras de fer et brutal, a porté ses fruits. Ceci dit, les Nord-Coréens sont de très très fins diplomates. Ils examinent les États-Unis, Donald Trump, et je pense qu'ils jouent très très finement. Claude Martin, est-ce que cette diplomatie est difficilement lisible pour l'ancien ambassadeur que vous êtes ? Non, moi je crois au fait national dans tous les pays, et tout au long de ma carrière, j'ai vécu la réunification allemande, j'ai observé très longtemps les rapports entre la Chine continentale et Taïwan. Je pense qu'il y a entre les personnes et les citoyens issus d'un même peuple, même si l'histoire les a séparés ou la géopolitique, une aspiration inévitable à un moment à renouer le dialogue. Alors je pense que le président Trump a créé cette occasion. Je crois qu'il a fait peur à travers ses menaces et son gros bouton. Il n'a pas fait peur au président Kim Jong-un, il a fait peur à tous les Coréens. Et la volonté commune au nord et au sud de la Corée de se retrouver pour éviter une catastrophe, parce que tout le monde était bien conscient que s'il y avait à un moment un doigt appuyé sur le bouton, ça serait la catastrophe pour tous les Coréens, peut-être même un peu plus, a enclenché ce mouvement, dont ensuite... il fallait en arriver là. En fait. Il fallait en arriver là, mais ce n'est pas exactement, je pense, ce que Trump attendait. Trump attendait effectivement, s'attendait à terroriser les Nord-Coréens, et il a provoqué un début de réunification, ou en tout cas de dialogue, il ne faut pas aller trop vite, entre les Coréens du Nord et du Sud. Benjamin Haute-Couverture, vous qui êtes un spécialiste du nucléaire, c'est vrai que la question du nucléaire a tout de suite été au centre des négociations, et même au centre des menaces d'ailleurs, entre les deux, entre Trump et Kim Jong-un. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que demain, c'est de cela qu'il s'agit. On ne parle que de cela. De quelle dénucléarisation il s'agit? D'un côté, nous avons donc quelques mots sur une dénucléarisation phasée, étape par étape, du point de vue des Nord-Coréens. Et puis jusqu'à présent, aux États-Unis, on avait l'objectif d'un désarmement
complet, vérifiable et irréversible. Or, je note que depuis quelques jours, le président Trump parle de processus de dénucléarisation. Et ça, c'est très récent. Donc ça veut dire qu'il a assoupli ? Qu'il a possiblement assoupli. C'est simple, de toute façon. L'alternative à ça, c'est l'opération militaire armée. C'est dans la mesure où, en face, il n'y aura pas de dénucléarisation à court terme. Donc ça veut dire qu'il a assoupli son approche avec l'idée, effectivement, que ce niveau de dénucléarisation pourrait se faire étape par étape. La question qui va se poser maintenant, c'est de savoir si on va s'en tenir à un gel des capacités à ce jour sans objectif de dénucléarisation finale, auquel cas ce serait un accord de maîtrise des armements avec des mesures de sécurité, ou si on va conserver l'objectif de dénucléarisation finale avec des étapes qui permettent d'y parvenir. Et ça va être deux choses très différentes, parce que si on se tient à une suspension des programmes aujourd'hui, à ce jour, ça pourrait avaliser la Corée du Nord comme État nucléaire de fait. Et donc, il va falloir ne pas oublier cet objectif final de dénucléarisation totale. Et je pense que c'est ça qui va être très délicat dans la négociation. Voilà, et on va reparler dans la deuxième partie, justement, ce qu'il y a sur la table de ces négociations. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24 consacré au sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Au-delà de la mise en scène, ce sommet peut-il être un succès ? Quels sont les risques pour Donald Trump et pour le leader nord-coréen ? La Corée du Nord pourrait-elle être dénucléarisée ? C'est en tout cas l'enjeu majeur de cette rencontre. On écoute tout de suite le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. L'objectif final de cette rencontre n'a pas changé. La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule. C'est le seul accord que les États-Unis accepteront. Les sanctions resteront en vigueur tant que la Corée du Nord n'aura pas mis un terme à son programme et détruit ses armes nucléaires. Et si la diplomatie ne va pas dans la bonne direction, les sanctions seront alourdies. Robert Malley, Donald Trump voudrait donc dénucléariser la Corée du Nord. Une dénucléarisation, on vient d'entendre Mike Pompeo, complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Est-ce jouable ? Écoutez, je crois que nous sommes tous d'accord que ce n'est pas jouable aujourd'hui. C'est-à-dire que la Corée du Nord ne va pas abandonner du jour au lendemain un programme qu'elle a passé des décennies à construire pour des raisons de sécurité, pour des raisons de survie de régime. Elle ne va pas les abandonner. Elle regarde autour du monde, elle voit ce qui s'est passé à l'Irak, elle voit ce qui s'est passé à Saddam Hussein, à Kadhafi, à ceux qui n'avaient pas comme arme de dissuasion une arme nucléaire. Donc, il ne faut pas s'attendre, ce n'est pas réaliste de penser qu'ils vont du jour au lendemain abandonner leur programme, leur armement nucléaire. Maintenant, aujourd'hui, le Crisis Group, l'organisation que je dirige, a produit un rapport qui décrit quelles peuvent être les étapes qui seront compatibles avec une dénucléarisation, mais qui ne seront pas du jour au lendemain, comme je l'ai dit, un acte irréversible de la part du régime. Alors il y a des choses importantes que le régime nord-coréen peut faire. Gel approfondi de son programme nucléaire et de missiles, acceptation après un certain temps d'une vérification au sein de la Corée du Nord de toutes ces installations. Tout ça, c'est très difficile pour le régime de le faire, parce que ça veut dire ouvrir ses portes, ouvrir ses secrets. Donc il y a beaucoup d'étapes à franchir. L'important pour le sommet, c'est qu'ils se mettent d'accord sur un plan de travail, sur une déclaration commune avec des objectifs communs de dénucléarisation de la péninsule, comme d'ailleurs la Corée du Nord a dit par le passé qu'elle était prête à s'engager dans cette voie, des garanties de sécurité de la part des États-Unis, donc une déclaration qui mettrait sur la table quels sont les objectifs ultimes et un plan de travail pour y arriver. Je ne sais pas si c'est réaliste. Vraiment, je ne peux pas dire que la Corée du Nord un jour va accepter de le faire, mais en tout cas, il y a des étapes pour y parvenir. Et un succès sera mesuré sur le fait qu'il y ait une déclaration commune et un plan de travail avec des étapes que la Corée du Nord devra franchir dans les mois, les années à venir pour parvenir au point où on pourra juger si vraiment c'est un régime capable et prêt à abandonner l'arme nucléaire. Juliette Morio, quelle est véritablement la capacité nucléaire de Kim Jong-un après ce 6e essai nucléaire ? Est-ce un État nucléaire accompli ? Déjà. Alors, normalement, il possède l'arme nucléaire. Si je mets un tout petit bémol, c'est que bien évidemment, on n'en est pas sûr, mais quand même, le dernier essai d'une bombe à hydrogène à l'automne, en septembre dernier, montre qu'il possède l'arme nucléaire. Et les États-Unis, en fait, ont commencé, c'est important de le rappeler, à réagir quand ils ont vu que non seulement
la Corée du Nord possédait l'arme nucléaire, elle a quand même procédé à 6 essais nucléaires, mais les États-Unis ont commencé à réagir de façon violente quand ils ont été menacés directement sur leur territoire par le premier essai de missile intercontinental. Donc en fait, ils peuvent atteindre les États-Unis avec un missile nucléaire. Alors, on peut toujours argumenter et arguer qu'ils ne possèdent pas, que le bouclier qui permet de rentrer dans l'atmosphère n'est pas assez évolué, ne tiendrait pas le coup. Mais leur programme est tel que de toutes les façons, ce ne sera qu'une question de mois. Et de toutes les façons, leur volonté est de se défendre. Et de facto, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils cherchaient. Cette arme nucléaire est dissuasive. Et puis, quand on regarde les choses, ils parlent à Trump en tant qu'État nucléaire, qui, je vous le rappelle, est inscrit dans la Constitution depuis 2012. Donc, ça fait intrinsèquement partie de leur identité. Donc, pourquoi y renoncerait-il, Kim Jong-un ? Parce que, d'abord, ils ne vont pas y renoncer, on l'a dit plusieurs fois, ils ne vont pas y renoncer immédiatement. Ça va être étape par étape. Ils auront du mal également à faire confiance aux Américains, puisque vous avez toute une propagande et tout un historique également de relations avec les États-Unis, d'accords qui ont mal terminé. Les États-Unis, comme les Nord-Coréens, personne finalement, les responsabilités sont partagées. Ça a conduit à un échec. Les Nord-Coréens rappellent régulièrement que lors des accords du Kedo, les États-Unis avaient promis des livraisons de fioul qui ont été retardées et la construction d'une centrale à eau légère à usage civil qui n'a jamais eu lieu. Donc les Nord-Coréens sont prêts à ce que les négociations durent longtemps et sont prêts à un revirement. Ils dénucléariseront uniquement s'ils ont leur fameuse garantie de sécurité et si le régime est assuré de subsister. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Claude Martin, justement ? Ils accepteront de dénucléariser, en tout cas peut-être de contrôler, qu'il y ait un contrôle de cet armement, qu'il y ait effectivement une possibilité d'inspecteurs de l'agence atomique, comme en Iran, d'aller effectivement en Corée du Nord vérifier tout cela ? Moi, je ne crois absolument pas que la Corée du Nord ait l'intention de dénucléariser. On est dans le chapitre 2 ou le chapitre 3 du manuel de Raymond Aron que nous lisions à Sciences Po à l'époque où j'y faisais mes études sur les leçons de stratégie nucléaire, la stratégie du faible au fort. Oui. Le faible, à partir du moment où il a une bombe crédible, est invulnérable. Et ce que la Corée du Nord a démontré depuis juillet dernier, c'est qu'à partir du moment où elle a la bombe, elle est intouchable. Elle est intouchable. Donc quelle concession peut-elle faire ? Non, je ne vois pas pourquoi Kim Jong-un se débarrasserait de l'arme par laquelle il a tout enclenché et par laquelle, aujourd'hui encore, il est protégé. Il a été sauvé par cette bombe, il n'y renoncera jamais. Alors, comme M. Trump a besoin de montrer qu'il y a quand même un mouvement et que Kim Jong-un lui-même a besoin de montrer qu'il a de la bonne volonté pour obtenir un peu un desserrement de l'étau et des sanctions, nous assisterons à une pièce de théâtre dans laquelle chacun fera quelques pas. Et vous avez dit au début de cette émission que la mise en scène était parfaite. Nous sommes dans une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, donc finalement, Benjamin Haute-Couverture, vous êtes d'accord sur justement cette capacité ou pas de dénucléariser cette péninsule et la volonté de Kim Jong-un finalement de dénucléariser ? Moi, je partage l'analyse de l'ambassadeur depuis fort longtemps. C'est-à-dire que les garanties de sécurité qui peuvent être demandées par la Corée du Nord aux États-Unis ne seront jamais du niveau que peut apporter une arme nucléaire nationale. Et les garanties de sécurité qui peuvent être demandées aux États-Unis seront toujours réversibles, alors qu'à l'inverse, la dénucléarisation du pays sera irréversible à un moment donné. Donc par conséquent, c'est pour moi effectivement impossible. Et à ce problème de principe s'ajoute également un problème de méthode. Il va y avoir un processus de dénucléarisation qui va prendre une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc ça, on y est, ce processus est lancé, on peut dire ? Si jamais le processus est lancé, le processus n'est pas lancé pour le moment. Ce que nous avons vu à Punggye-ri, c'est de la propagande, c'est absolument pas de la vérification. Mais si jamais ce processus est lancé, ça prendra 15 à 20 ans. Or, il va falloir qu'il se base sur une déclaration initiale. Cette déclaration initiale va devoir faire la liste de l'ensemble des sites de la même manière que l'Iran l'avait fait au début du JCPOA. Or, qui va garantir au départ que l'ensemble des sites est bien sur cette déclaration initiale et que tous vont pouvoir être inspectés, soit par mécanisme ad hoc, ils vont mentir soit par l'AIOA. Et ça va être quelque chose d'extrêmement difficile à savoir à coup sûr, si vous voulez. Il est tout à fait probable que la Corée du Nord avance comme ça très légèrement, de telle sorte de rester un état du seuil, c'est-à-dire à la limite
d'être un État nucléaire et à le rester pendant un temps donné. Parce qu'aujourd'hui, moi, je refuse de dire que la Corée du Nord est un État nucléaire. Elle l'est formellement, elle l'est dans le discours, elle l'est dans la Constitution, mais rien ne dit qu'ils ont une capacité crédible. Or, tout fonctionne sur la perception que tout le monde a que la Corée du Nord est un État nucléaire. On ne peut pas le vérifier, ça, malgré les essais, malgré ce 6e essai nucléaire qui a été fait par Kim Jong-un. Et puis la géographie du pays fait que c'est extrêmement difficile à vérifier. Je vous rappelle que 80% du pays est composé de montagnes et que la plupart des installations militaires sont enterrées. Donc c'est d'autant plus difficile grâce à la géographie. Robert Malley, vous voulez peut-être réagir à ce qu'on vient d'entendre. Donald Trump va-t-il aussi lâcher du lest justement sur les fameuses sanctions dès demain? Non, d'abord, je suis tout à fait d'accord que si je me mets à la place du régime nord-coréen, ce qui n'est pas toujours facile, je ne vois pas pourquoi ils abandonneraient leur programme nucléaire, leur arme nucléaire. Donc je pense qu'il faut être réaliste dans les ambitions aujourd'hui, c'est-à-dire un gel et autant de vérifications et d'inspections que possible pour s'assurer qu'au moins ils n'avancent pas davantage. Parce que, encore une fois, n'oublions pas, le risque qui se posait il y a quelques mois, c'est que les États-Unis disaient que si la Corée du Nord franchissait ce seuil pour avoir la capacité d'atteindre les États-Unis avec un missile à portée intercontinentale et nucléaire, alors là, ils étaient prêts à faire une guerre préventive pour empêcher justement la Corée du Nord d'utiliser ou d'avoir cette capacité. Donc, il est important au moins de se dire que si on gèle de façon sérieuse le programme nord-coréen et les missiles et le programme nucléaire, et qu'on s'avance vers un système où on fera l'inventaire de ce que possède la Corée du Nord aussi bien que possible et un système d'inspection, ce serait un succès. Maintenant, je ne pense pas non plus que les États-Unis vont lâcher du lest sur les sanctions tant qu'ils n'auront pas obtenu quelque chose de beaucoup plus concret. Mais pour la Corée du Nord, et là on a des spécialistes pour en parler, ce qui compte, ce n'est pas seulement si les États-Unis vont lâcher du lest, c'est que vont faire la Corée du Sud et la Chine. Et là, il peut y avoir un assouplissement de la mise en œuvre des sanctions qui peut énormément aider un régime qui tout de même aujourd'hui fait face à des sanctions sans précédent. Donc je pense qu'il peut y avoir ce terrain-là où la Corée du Nord respire mieux parce que la Chine et la Corée du Sud n'imposent pas les sanctions telles qu'ils l'ont fait peut-être ces derniers mois. Et les États-Unis conservent donc ce maximum pressure, cette pression maximale sur la Corée du Nord, mais qui en fait s'assouplit du fait de l'attitude des pays qui avoisinent la Corée du Nord. Benjamin de Couverture, vous vouliez réagir? Oui, je veux réagir parce que je voulais ajouter une chose. Si jamais il est décidé, et ce ne serait pas forcément idiot, que la suspension ou le gel doit porter sur les vecteurs, c'est-à-dire sur les missiles et non pas sur le programme nucléaire, ce qui ne serait pas idiot d'ailleurs. La question va se poser de savoir où est la ligne rouge américaine. Si la ligne rouge américaine est dans le programme de missiles intercontinentaux, alors le problème va se poser pour la Corée du Sud et pour le Japon. Or, parce qu'eux s'en fichent des missiles intercontinentaux. Or, parce que c'est de longue portée. Oui, de longue portée. Or, le problème qui va se poser, c'est de vérifier un accord qui se porte sur les missiles de courte portée. Ça va être quasiment impossible. Et donc là, on a un véritable problème parce que c'est extrêmement difficile à vérifier. Il y a beaucoup plus de missiles dans des endroits qui peuvent être tenus secrets. C'est beaucoup plus difficile. Et par conséquent, si la ligne rouge américaine est celle-là, caper les ICBM, alors les ICBM, les missiles intercontinentaux de longue portée, c'est-à-dire de plus de 5500 km, dont la Corée du Nord a fait 2 essais en juillet dernier, alors ce serait vraiment le plus petit dénominateur commun possible qui va largement mécontenter les voisins, et en particulier les Japonais, pour qui c'est absolument hors de question. Juliette Morillo. Oui, je voulais simplement rajouter que les voisins ont une importance énorme, et notamment la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, justement, son président Moon joue un rôle très important dans ce rapprochement. Finalement, est-ce qu'il y aura une sorte d'assouplissement peut-être entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? Est-ce que ça pourrait être l'un des succès du sommet? Il faut savoir qu'il n'y a pas de traité de paix, n'est-ce pas? Il n'y a pas de traité de paix. Un armistice, est-ce qu'on pourrait aller, est-ce qu'il y aura un processus qui pourrait aller vers un traité de paix? Je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose que Corée du Nord et Corée du Sud souhaitent l'un comme l'autre. L'histoire de la Corée se résume à un proverbe. Quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. Les baleines, ce sont les grandes puissances. On le voit avec le 38e parallèle, l'URSS, la Chine au-dessus, les États-Unis en dessous. Et finalement, les Coréens ne se sentent pas maîtres de leur destin. Et c'est un sentiment qui est partagé au
nord comme au sud. Et je dirais que lors de cette rencontre entre Moon et Kim, c'était les crevettes qui se rencontraient et qui voulaient reprendre leur destin en main. Ainsi que on le disait il y a quelques minutes, pour l'instant, les Chinois, les Sud-Coréens ont assoupli également leurs relations avec la Corée du Nord. Il y a des relations économiques, ils essayent de contourner aussi les sanctions. Il y a un petit peu de commerce qui va reprendre et je pense que dans un premier temps, ce rapprochement va être important avec des rencontres de familles partagées, peut-être la réouverture de la zone économique spéciale de Kaesong. Donc tout ça est sur la table demain. Peut-être pas demain, mais ultérieurement, on avait dit que Moon Jae-in, le président sud-coréen, pourrait peut-être se rendre à Singapour. Je pense qu'il n'en aura pas le temps, mais ce sera probablement dans les choses à venir avec un traité de paix, des relations commerciales qui pourraient peut-être provoquer une sorte d'embellie économique aussi pour la Corée du Nord. Claude Martin, justement, il y a cette question nucléaire et puis effectivement cette question du rapprochement entre les deux Corées. Est-ce qu'on pourrait aller vers une sorte de traité de paix entre les deux? Je ne sais pas si on ira tout de suite vers un traité de paix, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, l'une des grandes forces motrices dans ce processus enclenché, c'est le désir des Coréens de se parler, de dialoguer. Il y a un désir au nord de rétablir des relations un peu plus normales avec le sud. Il y a une grande aspiration du sud à retrouver les frères du nord et éventuellement à participer à la reconstruction ou à l'expansion économique. Donc, ces deux parties de la Corée veulent d'une façon ou d'une autre dialoguer. Mais ce n'est pas un risque à prendre pour Kim Jong-un, justement, une remise en question de son régime, que de se rapprocher de la Corée du Sud? Nous avons le cas de la Chine continentale et de Taïwan, où chacun est resté dans son régime. Et Taïwan a énormément investi sur le continent. Les Taïwanais sont comme chez eux sur le continent et il y a simplement toujours la discussion de savoir si Taïwan représente une entité indépendante ou est une partie de la Chine. Mais sinon, je crois que cette image-là doit être dans l'esprit des Coréens comme une image de développement possible de leurs relations. Benjamin de Couverture. Moi, j'aimerais terminer sur ce qui, pour moi, serait le scénario du pire, si vous voulez. C'est d'imaginer. Scénario du pire. Pour moi, le scénario du pire demain. Ça veut dire un échec? Non, pour moi, l'échec, il y a plein de types d'échecs différents en fonction de la perception qu'on a de l'échec. Pour moi, un scénario du pire qui malheureusement est tout à fait probable, c'est qu'il y ait une espèce de marché de dupes comme ça, suffisamment construit et étoffé pour qu'on soit dans une reprise des négociations qui permettent effectivement à la Chine et à la Russie d'arguer de cela pour recommencer ou pour faciliter le commerce, rendre le commerce plus facile avec la Corée du Nord en dépit des sanctions, alléger le régime de sanctions. En dépit des sanctions, vous dites. Donc, non, alléger le régime de sanctions et aller dans le sens inverse de la pression maximale voulue par les États-Unis et qui fasse que la Corée du Nord obtienne absolument ce qu'elle voulait en échange de concessions de façade sur une dénucléarisation qui n'aura pas lieu. Et là, pour le coup, on est absolument coincé, comme on l'a été jusqu'à aujourd'hui, sauf que depuis plusieurs mois, on disait que la Chine commençait vraiment à jouer le jeu des sanctions multilatérales avec le pétrole et avec le charbon. Si jamais ce mouvement est inversé, alors Kim a tout gagné, et en échange de quoi, rien ne pourra lui être opposé. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment l'échec de la diplomatie de Trump, l'échec total. Claude Martin. Oui, je dirais que d'abord... le scénario du pire pour vous, c'est le scénario où Kim gagne et Trump perd finalement. Oui, bien sûr. Sur ce qui peut se passer demain, d'abord, rien n'est exclu. On a vu ce qui s'est passé au Canada il y a 48 heures, donc il est très possible qu'au milieu des entretiens, Trump tout d'un coup reprenne son avion. On ne peut pas exclure un coup d'éclat. Imaginons quand même qu'ils décident tous les deux de continuer à se parler jusqu'au début de l'après-midi et de trouver un terrain d'accord qui sera largement cosmétique. Il y a plusieurs possibilités, mais je ne pense pas que celle qui vient d'être envisagée soit forcément abominable. Moi, je pense que pour la Corée du Nord, la levée des sanctions n'est pas forcément un encouragement à devenir demain encore de plus en plus un État voyou. Il est possible que l'absence de sanctions, en tout cas l'assouplissement des sanctions, conduise la Corée du Nord à être raisonnable. Je suis personnellement convaincu que les sanctions sont la pire des politiques, mais on peut diverger sur ce point. Robert Malessé, vous êtes d'accord avec ce scénario du pire pour demain ? Non, pour moi, le scénario du pire, c'est un échec. N'oublions pas encore une fois, là où on était il y a quelques mois, pour moi, le scénario du pire, je ne m'y attends pas, mais le scénario du pire serait un échec où les deux parties, en particulier le président Trump, se sont frustrés par la rencontre et décident
d'en revenir à sa marche possible vers une guerre préventive. Encore une fois, ce n'est pas l'issue la plus probable, mais c'est tout de même de loin, pour moi, le scénario du pire. L'autre scénario, n'oublions pas, s'il n'y a pas d'accord sur une dénucléarisation à laquelle, je pense, aucun de nous ne s'attend, et même supposons qu'il n'y ait pas d'accord sur un gel tel qu'on en est, un gel approfondi du programme missile et nucléaire. N'oublions pas qu'on a tout de même des méthodes de dissuasion, des méthodes de pression, des méthodes de sanctions qui ont réussi à contenir la menace présentée par la Corée du Nord. Bien sûr, ils ont développé leur programme. Bien sûr, ce n'est pas un scénario idéal, mais c'est mieux qu'une guerre et tous les experts qui l'ont regardé ont quand même conclu que c'est une guerre qui aurait comme conséquence un nombre de morts incalculable, bien pire que tout ce qu'on a pu vivre ces dernières décennies depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense qu'il y a mauvais scénario et puis il y a scénario catastrophique. Oui, un mauvais scénario serait un marché de dupes, je suis d'accord, mais un scénario catastrophique serait la remontée des tensions militaires entre les deux. Voilà, on veut éviter ce scénario catastrophique. Merci en tout cas. Tout de suite, un œil sur les médias.